Bonjour Laura, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Je suis ravie de te recevoir. Laura, déjà, comment vas-tu? Dans quelle énergie tu es ce matin pour l'enregistrement de notre épisode? Bonjour Aurélie, écoute déjà merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de discuter avec toi. Écoute, ça va bien. Je te remercie. Bon, j'ai une bonne énergie, j'aime beaucoup ce mois de mai. Il y a plein de choses qui se passent aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel pour moi ce mois-ci. Donc j'adore. Oui, c'est toujours enthousiasmant. Puis en plus, le printemps, je trouve que c'est une jolie période pour... il émerge toujours plein de choses, tu vois, c'est comme la nature avec les fleurs et les plantes qui poussent de partout. Je trouve que c'est une belle période dans l'année avec plein de projets, c'est super chouette. Est-ce que ce Exactement. sont des projets autour de ce que tu fais, Laura, et ce dont tu vas nous parler là pendant un petit temps ensemble? Oui, tout à fait. C'est effectivement des projets autour de la décoration et de la décoration bien-être surtout. Et c'est ça vraiment qui me tient à cœur, c'est de ramener ce bien-être et cette nature finalement dans nos intérieurs. Parce qu'on y est parfois un petit peu trop coupé. Et c'est ce à quoi il faudrait se raccrocher en fait, donc ça fait du bien. Est-ce que justement tu veux nous en dire un petit peu plus, Laura, de ton parcours, de ce qui t'a amené justement à la décoration d'intérieur, sachant qu'on va aller plus loin que la décoration d'intérieur pour faire joli entre guillemets, parce que tu t'es beaucoup formée, tu as plusieurs casquettes aujourd'hui et tu ramènes énormément de choses dans l'intérieur des maisons pour les gens que tu accompagnes. Et si tu es là sur le podcast, c'est parce que bien sûr tu t'occupes et tu t'intéresses de la chambre, des chambres, chambre enfant, chambre ado, chambre adulte, chambre pour tout âge. Et ce qui va nous intéresser, c'est de développer cette thématique de l'environnement de sommeil. À quoi il faut faire attention, pourquoi c'est important d'y penser, quels sont les petits gestes, les petites choses qu'on peut vraiment facilement mettre en place dans le quotidien pour que le sommeil il soit meilleur, qu'on se sente bien dans sa chambre à coucher. Ça, c'est quelque chose sur lequel tu as beaucoup travaillé. Et aujourd'hui, on va essayer de détailler tout ça. Mais avant cela, on voudrait savoir un petit peu d'où tu viens, d'où vient cette passion, parce que tout comme ça a été le cas pour moi il y a quelques années en arrière, tu as fait une reconversion professionnelle et ce que tu fais là aujourd'hui, c'est le fruit d'une passion émergente. Exactement. Alors, pour me présenter un peu plus en détail, donc je m'appelle Laura, je vis à Lyon et j'ai 34 ans. Je suis maman de 2 enfants, de 2 filles, une de presque 8 ans puis une de 16 mois. Et à la base, j'ai un BTS en commerce international, donc absolument rien à voir, ou avec la décoration ou avec le bien-être. J'ai travaillé 12 ans dans le salariat, dont 10 ans dans la même entreprise. Et en fait, je me reconnaissais plus dans les valeurs de l'entreprise. Je pense qu'avec le recul, j'ai fait un burn-out, mais que j'ai pas voulu le reconnaître non plus sur le moment. Et en fait, j'ai eu une grosse prise de conscience à l'arrivée de ma fille aînée. Euh, et le Covid aussi est arrivé et m'a poussée à beaucoup me questionner en fait sur mon travail, sur le sens que j'y accordais, sur l'importance en fait où moi, à titre personnel, je devais y être épanouie également. Et c'est là-dessus que je me reconnaissais pas. Euh, Quand le deuxième confinement a été annoncé, je me suis dit que je pouvais pas rester les bras croisés comme pour le premier, il fallait que je fasse quelque chose d'autre. Et j'ai toujours beaucoup aimé apprendre de nouvelles choses, être stimulée intellectuellement parlant, j'en ai vraiment besoin, sinon je m'ennuie. Et donc j'ai fait une formation en design d'intérieur. Et en fait, ça m'a beaucoup plus plu que prévu. Et en fait, j'ai vu une porte de sortie assez propre, finalement, pour quitter mon CDI. Parce qu'avec un crédit immobilier et un enfant, j'avais un peu peur, clairement, de partir comme ça. Donc j'ai fait une démission pour reconversion. Donc j'ai créé toute une étude de marché assez costaud pour ma création d'entreprise et ma reconversion. Et donc, ce qui m'a permis du coup de démissionner et de créer mon entreprise. Donc j'ai créé Colorama en février 2022. Et je me suis ensuite tout de suite formée de nouveau en design durable. Parce que j'avais ces valeurs écologiques en moi, que je ne reconnaissais pas du tout dans mon entreprise. Et du coup, je me suis dit, je crée mon entreprise autant que mes valeurs personnelles et professionnelles coïncident. Et donc, je me suis installée en tant que décoratrice écologique. Donc vraiment avec l'utilisation de matériaux éco-responsables. C'est meilleur pour la planète, parce qu'il y a déjà énormément de biens en circulation. C'est aussi meilleur pour notre santé. On parle beaucoup de pollution de l'air, de qualité de l'air. Je suis moi en plus asthmatique et allergique.
Donc pour moi, c'est vraiment important de faire attention à tout ce qu'on fait rentrer chez nous pour notre santé. Donc ça, c'est la première étape, ma première casquette, pour reprendre tes mots, Aurélie, en tant que décoratrice écologique. Je parlais aussi à l'époque beaucoup de couleurs et de l'influence des couleurs, puisqu'en fait, les couleurs, elles impactent notre physique, elles véhiculent des émotions. Donc je donnais les bonnes couleurs, par exemple, pour une salle à manger ou pour une cuisine, pour favoriser l'appétit. Les couleurs pour la chambre, le sommeil, pour justement favoriser un sommeil plus réparateur. Mais je me suis rendu compte que sur cette partie de bien-être, les couleurs, c'est formidable, mais c'est aussi à la fois un petit peu réducteur parce qu'il y a énormément d'autres choses à faire. Et donc, j'ai suivi une formation plutôt en décoration bien-être, où j'ai touché à plein de sujets différents, donc autant du feng shui que de la psychologie des couleurs, donc ce dont je t'expliquais juste avant, en passant par tout ce qu'on parle de tout ce qu'est la neuroarchitecture, c'est-à-dire toutes les sciences cognitives, tout ce qu'on connaît de notre cerveau et de son fonctionnement, comment on l'applique dans nos intérieurs pour sécuriser notre cerveau. Et ça, je t'en parlerai, je pense, un petit peu plus tard. Donc voilà, maintenant l'idée, c'est d'allier à la fois mes connaissances en bien-être et en matériaux écologiques pour penser finalement à la personne dans sa globalité quand on fait son intérieur. Voilà un peu pour le projet. C'est un sacré projet. Je suis, intriguée par le terme feng shui. Non pas que je ne l'ai jamais entendu, bien sûr, mais comme beaucoup de personnes probablement qui nous écoutent là, c'est un terme, qu'on entend, voire même parfois qu'on utilise en disant: «Ah, c'est pas très feng shui comme ça, tu devrais pas mettre ça comme ci ou comme ça». Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce terme-là et sur ce que ça représente? Oui, complètement. En fait, effectivement, c'est un mot qui est à la fois rentré un petit peu dans notre vocabulaire, mais en même temps qui est très éloigné de nous. Le feng shui, à la base, hein, c'est un art millénaire qui nous vient d'Asie, qui nous vient de Chine, et qui veut dire en fait vent et eau. Et finalement, le feng shui, c'est ça, c'est comment on fait rentrer toute la nature, comment on se reconnecte à la nature grâce à notre intérieur. Et c'est pour ça que, tu le disais en introduction, et ce mois de mai et ces fleurs et toute cette nature qui reprend vie, c'est un peu ça le feng shui, c'est comment tu ramènes cette nature et cette connexion qu'on a perdue à la nature dans nos intérieurs. Et finalement, c'est une question d'harmonie. En feng shui, on part du principe que tout ce qui nous entoure, tout ce qui est en mouvement, c'est de l'énergie. Nous, on est de l'énergie. Et il y a des études en physique quantique qui l'ont prouvé, hein, on est à 99% composé d'énergie. Je ne m'y connais pas assez en physique quantique pour répondre à des éventuelles questions, Aurélie. Mais la base est là. On est énergie, on le dit dans notre vocabulaire, hein, j'ai pas d'énergie, ça m'a pris beaucoup d'énergie. On le dit déjà. Les plantes sont de l'énergie. Les animaux qu'on a chez nous sont de l'énergie. Ils ramènent quelque chose, tu vois, dans nos intérieurs. Mais en feng shui, même un principe qui va encore plus loin, qui nous dit que l'air qui nous entoure, en fait, c'est de l'énergie. Cet air, il va rentrer par notre porte d'entrée. Il circule chez nous un peu par ondulation. Il faut voir ça comme une espèce de vague, en fait, qui tourne dans notre intérieur, qui rentre dans chaque pièce, qui fait le tour de chaque pièce et qui sort par la fenêtre. Si tu veux, pour l'illustrer, c'est un peu comme si tu ouvres ta porte d'entrée, tu ouvres une fenêtre, tu sens qu'il y a un courant d'air entre ces deux éléments qui sont ouverts, tu sens qu'il y a de l'air qui passe. Et si tu te mets au milieu, c'est un peu inconfortable. La circulation de l'énergie en feng shui, c'est le même principe. Tu as une circulation d'énergie entre une porte et une fenêtre. Et l'idée, c'est comment tu favorises la bonne énergie grâce à des principes feng shui et comment tu vas venir appliquer des espèces de remèdes ou un peu comme un pansement quand il y a une mauvaise énergie qui circule. Et ça, pour les chambres notamment, c'est hyper important. Quelle pourrait être une mauvaise énergie? Comment on distingue une mauvaise énergie d'une bonne énergie? Eh bien, par exemple, pour se mettre dans un exemple de chambre, si tu as une chambre qui est un petit peu désordonnée, si tu stockes des choses sous ton lit, typiquement là, l'énergie, elle peut pas circuler sous ton lit parce qu'elle est bloquée, parce que tu as mis des cases de rangement, parce que tu as rangé tes draps, parce que tu as mis tes vêtements de l'autre saison. Tout cet espace de stockage, en fait, qui va être sous un lit, ne favorise pas la bonne énergie parce que l'air ne peut pas circuler et est coincé.
Si tu as des C'est rangements, quand l'énergie n'est pas favorisée, on appelle ça mauvaise énergie parce que finalement elle trouve pas sa place. Et quand ça exact, circule bien, on appelle ça la bonne énergie. Ok, c'est intéressant parce qu'effectivement, il y a même pas mal de lits qui sont avec des tiroirs, que ce soit pour les enfants, même pour les adultes, où on peut stocker plein de choses dessous. Et puis c'est même plus pratique parce qu'on n'a pas besoin de passer l'aspirateur ou le balai sous le lit. Mais finalement, on peut peut-être réfléchir à ça. Ok. exactement, ouais. À l'inverse, si tu as trop de stockage au-dessus d'un dressing et que ton dressing va jusqu'au plafond, le principe est le même. Ton air, ton énergie ne peut pas circuler en haut de ton dressing. Et là aussi, c'est moins bien. Par rapport du coup, à ce que tu fais, toi, aujourd'hui, donc tu fais des accompagnements de personnes qui viennent te solliciter pour, je veux dire, en individuel, pour pouvoir agencer, trouver les bonnes couleurs, comme ce que tu nous as dit, et puis du coup, donner des bons conseils. Et tu proposes aussi des services en ligne, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc j'ai plusieurs prestations. Donc je fais aussi bien du conseil décoration, comme tu le disais, de manière individuelle, où là on va prendre le temps vraiment dans l'habitat de la personne de faire le tour de son logement, de voir un petit peu ce qui la coince. Et là je me sers de toutes mes casquettes pour l'aider. Mais également j'ai mis en place ce que j'appelle des masterclass qui durent environ 1 heure et demie, où là en fait l'idée c'est de pouvoir mettre mes connaissances à disposition du plus grand nombre de personnes à un prix également le plus intéressant possible pour elles. Parce qu'en fait, tous ces éléments me paraissent tellement importants que je veux que le maximum de personnes puissent y avoir accès. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix en fait de ce format-là. Et j'ai entre autres notamment des masterclass dédiées au sommeil. Donc j'en ai une vraiment pour la chambre des tout petits. Donc je parle vraiment du principe qu'on crée ensemble une chambre de bébé. Donc ça s'adresse plutôt à des futurs parents. Et j'en ai une également qui est plutôt dédiée au sommeil de l'adulte et à la chambre de l'adulte de manière générale, où je parle à la fois donc de sommeil et comment positionner le lit pour favoriser un bon sommeil. Je parle de quelques principes feng shui comme on vient de le voir ensemble. Je parle beaucoup de couleurs. Je parle de matériaux écologiques aussi, puisqu'on passe à peu près 25 ans de notre vie le nez sur un matelas, donc autant faire attention aux matériaux qu'on vient mettre également. Euh, et puis dans une chambre adulte, il n'y a pas que le sommeil, il y a toute la partie aussi intimité, donc il faut aussi lier les deux. Et donc je parle de tout ça dans ma masterclass pendant à peu près 1 heure et demie. Oui. Oui, je te posais la question, pas de façon anodine parce que, je trouve que c'est important aussi de démarrer un peu par ça, dans le sens où, quand on pense à de la décoration d'intérieur, on a l'impression qu'il faut forcément que la personne se déplace et puis, puisse s'accompagner en présentiel. Or effectivement, ce que tu fais, c'est beaucoup d'informations, en amont, beaucoup d'informations, même si, le logement, il a déjà été, construit, emménagé et cetera, et que rien qu'avec ces informations-là, on peut déjà faire plein de belles choses et qu'il y a pas forcément besoin, d'habiter Lyon, par exemple, pour bénéficier de ce type de conseils et notamment de tes conseils, de tes différentes casquettes. J'aimerais bien qu'on revienne sur la neuroarchitecture. J'aime, beaucoup déjà ce terme-là, ça me parle bien. Et ce qui me parle d'autant plus, c'est cette notion de sécurité que tu as évoquée. Parce qu'effectivement, pour dormir, c'est quelque chose que je dis et que j'explique très très souvent sur le podcast. On a besoin de se sentir en sécurité. C'est vraiment une fonction archaïque, le sommeil. Ça fait très peu de temps à l'échelle de l'humanité qu'on dort dans une maison, on va dire, en sécurité, et dans nos sociétés, ce qui est en plus pas forcément le cas partout. Et le sommeil, il s'est un peu structuré autour de cette recherche de sécurité parce que ça nous rend quand même sacrément vulnérables d'être pendant 8 heures non-stop, allongés quelque part et un Oui, peu déconnectés de notre environnement. Et c'est pour ça que, pour rappel, la structure du sommeil, elle se fait, c'est pas du tout linéaire, elle se fait en cycle. tout à fait. Et qu'entre chaque cycle, eh bien, on va se retrouver avec des micro-réveils, un petit peu comme si le cerveau, il remonte à la surface pour vérifier que tout va bien. Et si c'est pas le cas, que ce soit de stimuli extérieurs ou intérieurs, ça j'en parle, dans ma formation sur les réveils nocturnes notamment, eh bien, on se réveille en fait et on va transformer ces micro-réveils qui sont tout à fait normaux et naturels en vrais réveils. Et donc là, ça prend vraiment tout son sens de se trouver dans un environnement qui soit sécurisant, parce que la sécurité, ça se décline, c'est pas forcément le fait d'être, dehors, à la portée des bêtes sauvages, c'est la sécurité émotionnelle, intellectuelle, professionnelle, sociale, financière et la sécurité de son environnement direct, le fait de se sentir, bien et d'être bien et aligné dans le lieu dans lequel on passe effectivement un tiers de sa vie, il faut vraiment le souligner. Est-ce que tu peux revenir là-dessus, toi, justement, avec toute cette casquette de «je gère l'environnement du lit»? Oui, bien sûr, avec plaisir.
Je vais faire un peu comme toi, je vais faire un petit retour en arrière pour expliquer un petit peu déjà pourquoi. Si tu veux, si on fait un parallèle avec l'homme préhistorique, lui qui était exposé aux quatre vents, donc littéralement en fait à tous les dangers qu'il pouvait y avoir autour de son environnement, il y avait une vraie question de survie pour lui. Clairement, s'il n'était pas alerte, s'il ne vérifiait pas son environnement, il pouvait en mourir. Nous, êtres humains, on va dire modernes, on sait raisonner, on sait rationaliser les choses. On sait que dans notre chambre, en théorie, il n'y a pas de danger. Sauf que on a une espèce d'héritage qui s'est fait au fil des millénaires. On a besoin, comme nos ancêtres, de se sentir en sécurité. Et donc c'est pour ça que notre cerveau, comme tu le dis si bien, a besoin de se sentir en sécurité. Et quand je parle de cerveau, ici je m'adresse et je parle surtout du cerveau archaïque. Le cerveau archaïque, c'est ce que certains appellent le cerveau reptilien. C'est ce cerveau en fait qui est là pour scanner constamment ton environnement et qui, lui, son principal rôle, c'est de te maintenir en vie. Et pour te maintenir en vie, il regarde son environnement et, en cas de danger, il envoie un signal à ton corps pour que ton corps puisse, par exemple, prendre la fuite. C'est pour ça que ça explique pourquoi certains parents peuvent sursauter alors que finalement c'est notre enfant qui est derrière nous et qui nous a fait peur. Ce sursaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre cerveau archaïque a perçu cette personne comme un potentiel danger et a envoyé un message à notre corps, et notre corps a commencé à se préparer à prendre la fuite. Notre rythme cardiaque il s'accélère, nos jambes elles sont prêtes à courir, à partir le plus vite possible et le plus loin possible. Donc même si on est capable de raisonner, de se dire que dans notre chambre, il n'y a aucun danger, il y a une partie de notre cerveau archaïque donc, qui lui reste constamment en état d'hypervigilance pour nous maintenir en vie. Donc le but en fait, grâce à l'environnement, ça va être de sécuriser ce cerveau archaïque. Et s'il y a une partie de notre cerveau qui est en sécurité, il y a plus cet état d'hypervigilance constamment. Et donc, comme tu le disais, ces micro-réveils ne resteront que au stade de micro-réveil et ne basculeront pas sur des états de réveil complets. Maintenant, comment on fait pour sécuriser justement grâce à l'environnement? La première chose à faire, par exemple, c'est de se mettre complètement la tête de lit contre un mur. Si on a la tête de lit contre un mur, on a un mur derrière notre tête. Donc, pour notre cerveau, il n'y a pas de danger qui peut arriver par derrière. Ça peut paraître assez simple à dire, mais dans certaines émissions de décoration qu'on peut voir ou dans des émissions qui présentent des biens immobiliers qui coûtent généralement une fortune, qu'est-ce qu'on voit? On voit des lits en plein milieu des pièces. Et là, typiquement pour le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on envoie comme message au cerveau? C'est le danger peut arriver de partout, le danger peut arriver même derrière moi. Donc, mon cerveau archaïque va rester en état d'hypervigilance pour vérifier que rien ne m'attaque. Donc, un mur derrière sa tête permet déjà de sécuriser cette partie du cerveau. Un autre conseil que je donne généralement, c'est une fois qu'on a sécurisé ce cerveau-là, l'idéal, c'est de pouvoir voir le danger arriver. Je reviens dessus, on est d'accord, il n'y a pas de danger qui peut arriver, mais notre cerveau archaïque, il ne le sait pas. Donc c'est pour ça que c'est hyper important. Comment on fait pour voir ce potentiel danger arriver? C'est pouvoir avoir une vue sur la porte et voir les fenêtres. Ça, c'est encore l'idéal. C'est très compliqué, malheureusement, dans nos chambres actuelles, de pouvoir en fait faire ce genre de choses, parce que nos chambres ne sont pas pensées pour le sommeil. Ça, c'est malheureux, il faut le dire. Si on est en pleine période de construction, on peut y faire attention tout de suite. Généralement, quand on achète un bien et qu'on emmène nos valises, qu'on emménage comme ça, c'est très compliqué de le faire. Pouvoir voir la porte, les fenêtres, avoir un mur derrière son dos. Et petit élément feng shui, ne pas être du coup entre la porte et la fenêtre de la chambre. L'idée, c'est de venir... Et oui, justement, ça me fait émerger une question, c'est que là, pour, j'imagine, une grande partie de nos auditrices et auditeurs, ils sont déjà dans un logement. Et du coup, on peut se dire, bah, c'est bon, tout est fichu, je peux pas faire grand-chose parce que je peux pas faire grand-chose parce que bah, finalement, il n'y a qu'une seule organisation de ma pièce. Ou des pièces des différentes chambres de la maison. Et tant pis, je suis comme ça. Est-ce que pour autant c'est catastrophique pour le sommeil? Où est-ce que toi tu mets le curseur, tu vois? Est-ce que là tu es en train de nous parler de ce qui serait
le mieux possible? Ou est-ce que tu es en train de nous dire: «Bah non, finalement, il faudrait changer les choses à tout prix»? Tu vois, dans quel, où est-ce que tu mets le curseur entre les 2 extrêmes, finalement? Alors, on est d'accord, avoir une chambre idéale pensée pour son sommeil, il faudrait la construire directement depuis le début. Donc là, ce que je donne comme conseil, c'est dans l'idéal, vraiment, ce qu'il faudrait pouvoir appliquer. Après, grâce à l'aménagement, grâce à la décoration, on pourra venir appliquer de différentes solutions pour contrer certaines choses. Malheureusement, parfois, il faut faire des choix. Moi, Mmh. par exemple, j'ai fait le choix à la fois d'avoir donc ma tête de lit protégée contre un mur. Je peux voir ma porte d'entrée, je peux voir mes fenêtres. Donc, s'il y a un potentiel danger qui arrive, mon savoir qu'avec le verra arriver. Donc, il n'est pas constamment dans cette hypervigilance-là. Par contre, niveau feng shui, moi, je n'ai pas le choix que d'être entre ma porte et ma fenêtre. Donc, dans ce courant d'air, dans ce flux d'énergie dont je te parlais tout à l'heure. Mmh. Pour moi, c'était plus important de me mettre en sécurité, de mettre mon cerveau en sécurité. Tant pis pour cette partie-là. Il y a des choses à adapter, et ça va dépendre de la chambre de chacun. Et je me souviens aussi de quelque chose que tu m'avais dit lorsqu'on a préparé cet échange, Laura. C'était aussi, par rapport à la position de la pièce dans la maison. C'est-à-dire, est-ce que derrière, il y a, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, bref. Ça, c'est pareil, ce sont pas des choses sur lesquelles on peut jouer directement, mais par contre, on peut, en connaissant certaines choses, on peut se dire: «Ah bah, je vais peut-être pas mettre mon lit sur ce pan de mur-là, mais par contre, je vais peut-être le mettre de l'autre côté, si c'est possible, parce que je sais que là, il y a telle ou telle chose qui vont se mettre en place». Donc c'est sûr que cette prévention, le fait de pouvoir faire des choix éclairés dans son logement, même s'il est pas très grand, même si on a l'impression qu'il y a pas 36 000 solutions, parfois il suffit de 2 solutions possibles et puis, on peut choisir entre guillemets «la mauvaise», mais c'est pas sans que ce soit catastrophique, mais en tout cas celle qui est le moins favorable au sommeil parce qu'on n'a pas les infos et puis en revanche, on peut choisir l'autre lorsqu'on a 2-3 éléments et je voulais te poser la question aussi par rapport à la charge mentale. Parce que quand tu parlais tout à l'heure d'avoir une chambre qui peut être, où il y a énormément de choses de stockées, qui peut être aussi un peu en bazar, pas organisé, pas structuré parce qu'on n'a jamais le temps de s'en occuper. Moi, je sais que de façon assez, régulière, je parle de charge mentale et qu'à chaque fois que nos yeux se posent sur quelque chose, bah, ça met en route le petit vélo, de dire: «Ah, j'aurais dû faire ça, il faudra que je fasse ça, faut que je pense à ça. Ah mince, j'ai pas pensé à ça». C'est pas évident de pas cogiter et de se laisser tranquille un petit peu la nuit lorsqu'il y a tout ça. Est-ce que toi, tu y vois d'autres éléments? Qu'est-ce que ça t'évoque? Mais c'est sûr que tout ce qu'on appelle la pollution visuelle, tout ce qui est en fait à portée de nos yeux, des vêtements par exemple, un dressing ouvert, une coiffeuse avec ses produits de maquillage, ses parfums ou autres qui sont comme ça disposés, ça amène, comme tu dis, cette pollution mentale parce qu'effectivement, on est toujours en train de se dire, de cogiter, «Il faudrait que je change mes vêtements été-hiver» par exemple, «Il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça», et ça nous prend beaucoup de place. Et forcément, si on commence à cogiter sur ce genre de choses, on ne prépare pas notre cerveau et notre corps au repos. Heu, un conseil en fait, tout simple qui est facile à mettre en place déjà, c'est si vous avez des dressings ouverts, il faudrait les fermer avec une porte ou avec un rideau. Histoire déjà de ne pas avoir les vêtements forcément, tout le temps à la vue, comme ça, de quand on se prépare à dormir. Hem, pareil, s'il y a un bureau par exemple, si quelqu'un est en télétravail et télétravaille depuis sa chambre, moi c'est quelque chose que je déconseille très, très fortement parce que notre cerveau, il fait des associations. Si tu quand tu commences à t'endormir, tu vois ton bureau, tu vas commencer à cogiter sur un dossier peut-être que tu as pas complété ou sur une prochaine réunion ou autre, et là c'est pareil, c'est terrible. Donc pour moi vraiment aussi idéalement, c'est pas de bureau dans les chambres, et si on n'a pas le choix, ben, ne pas voir son bureau quand on va commencer à aller se coucher. Mmh. Moi, ce que j'aime bien, par rapport à tout ce que tu nous dis, c'est qu'effectivement, hem, parfois, on n'a vraiment pas le choix. Si la Ouais. chambre, elle fait, je sais pas, 8 m² et qu'il y a juste le lit, OK, on va pas chercher midi à 14h. En revanche, ce dont on se rend compte, c'est que parfois, on fait plein de choses, plein d'aménagements, on met des trucs, on stocke, on a le bureau, on a ci, on a ça et puis on se dit: «Ouais, je vois pas trop comment je pourrais faire autrement parce que si ça finit là, finalement, c'est que ça pouvait pas finir ailleurs». Alors qu'il y a quand même des petites choses qu'on peut impulser si on se dit qu'il y a un enjeu. Parce que souvent, on ne fait pas parce qu'on ne se rend pas compte que ça peut aider. Sauf que lorsqu'on cumule, les troubles du sommeil, c'est ça, hein, c'est souvent un cocktail de plein de choses. Et c'est pour ça que d'ailleurs, c'est aussi un cocktail de plein de leviers à activer pour pouvoir s'en sortir durablement.
Mais du coup, quand on cumule ça, plus je vois mon bureau, plus mon lit il est comme ça, plus les champs électromagnétiques, plus ce que je fais dans ma routine du coucher, plus ce que je fais ou ce que je fais pas dans le reste de la journée et puis voilà, tout ce qu'on peut dire autour du sommeil, bah, finalement, ça peut être à un moment donné la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors qu'on peut très bien se dire: «Ah oui, mais je peux peut-être juste mettre par exemple un» mince, comment ça s'appelle? Tu sais les trucs, japonais là? Auparavant, Hem, Ça s'appelle un paravent aussi pour l'intérieur? Je croyais que c'était que pour l'extérieur. OK. Donc oui, tu sais les trucs qui se mettent, qui sont assez fins, donc qui prennent pas de place dans une pièce et qui permettent de masquer un endroit, en tout cas où on voit pas, par exemple le bureau où on télétravaille. Ça peut être effectivement de mettre des rideaux tout simplement à un endroit, ça peut être, peut-être de s'acheter un meuble de rangement plutôt que tout traîne en bazar en plein milieu de la pièce et c'est vrai que ça fait peut-être sourire ce que je dis parce que je caricature un petit peu de façon volontaire, mais pas tant que ça. En fait, de ce que je constate, que ce soit avec mes clients ou même par mon expérience personnelle, en fait, la chambre à coucher, comme personne n'y va jamais, ça peut vraiment vite devenir un dépotoir. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. en fait, il faut repenser finalement l'importance et l'intérêt de cette pièce. Pourquoi une chambre à coucher? Pour y dormir. Point barre. Et du coup, l'idéal, c'est de ne penser finalement qu'au sommeil dans cette pièce et sortir tous les éléments qui sont un peu trop, qui nécessitent en tout cas d'être un peu trop actifs. Un bureau, en théorie, j'insiste sur ce mot théorie, mais en théorie, il n'a pas sa place dans une chambre. Une bibliothèque, c'est pareil. Même la lecture, alors que ça peut favoriser effectivement l'endormissement pour certaines personnes, mais pour d'autres, ça peut les inciter à être trop actifs. Euh, Moi, je le vois à titre personnel, si tu me donnes un livre que j'aime beaucoup trop, je vais lire toute la nuit. Parce que moi, je fonctionne comme ça. Je sais que ça peut aider d'autres personnes à dormir. Mais en tout cas, même ça, je ne le conseille pas, tu vois. On a fait rentrer les écrans aussi dans nos chambres. Les télévisions, les tablettes. Même pour les ados, il y a des ados qui ont leur télévision et qui ont déjà leurs jeux vidéo dans leur chambre. Moi, j'ai eu le cas où j'ai un jeune qui avait 13 ans, qui avait déjà sa console dans sa chambre. C'est terrible. C'est terrible pour la partie sommeil parce que tu fais rentrer en fait déjà toutes ces ondes électromagnétiques qui ne favorisent pas le sommeil, qui ne favorisent pas le repos. Et en plus, tu donnes envie à la personne de faire autre chose que de dormir, de regarder la télévision, de jouer, et tu favorises pas du coup ton corps à se préparer au repos. Donc pour moi vraiment, il faut remettre, si tu veux, le sujet numéro un dans une chambre, c'est de dormir, et il faudrait pouvoir penser uniquement à son sommeil dans sa chambre. Mmh. Est-ce que tu conseilles aussi certaines lampes? Je sais que je parle beaucoup de lumière forcément, pour aider au sommeil, pour éviter toute cette stimulation visuelle qui brouille un petit peu les pistes au niveau de notre horloge biologique. Est-ce que tu donnes certains conseils par rapport à quel type de lampe? Tu vois, moi je parle souvent de la petite Elite Sleep qui fait de la lumière rouge parce que ça permet vraiment d'abaisser le taux de cortisol et puis de stimuler la production de mélatonine. Je parle aussi des lampes à sel qui font de la lumière assez tamisée. Est-ce que tu aurais des conseils par rapport à ça, pour que ça vienne créer une ambiance un petit peu propice au sommeil? Alors effectivement, en fait, il faut savoir que on a dans notre corps une espèce d'horloge, une horloge propre à chacune, hein, qui s'appelle en fait le rythme circadien, et qui nous dit que on dort mieux dans le noir le plus complet. Donc c'est pour ça que tout ce qui est rideau, les volets, c'est recommandé pour justement ne pas être trop ennuyé par une lumière. Maintenant, tu peux te servir justement de la lumière pour commencer à faire comprendre à ton corps que la nuit est tombée, ça va être l'heure de couper les écrans, ça va être l'heure de préparer ton corps au repos, et tu peux le faire grâce à la lumière. Donc pour ça, je conseille notamment tout ce qui est lampe, lumière plutôt jaune. Tu sais, tu as plusieurs types de lumière dans le commerce. Tu as les lumières blanches qui éclairent très fort. C'est les lumières qu'on retrouve dans les salles de bain ou les cuisines. Et tu as les lumières jaunes beaucoup, beaucoup plus douces. Donc déjà, plutôt basculer sur une lumière jaune dans la chambre. Effectivement, tu peux ensuite créer des ambiances. Les lampes de sel, c'est une bonne idée. Effectivement, ça crée une espèce de tonalité assez orangée, assez douce, ce qui peut être chouette. Après, je sais qu'il y a peut-être des personnes à qui ça parlera pas, mais un noir le plus complet possible par la suite, c'est pour moi encore l'idéal.
dans ce que tu nous as cité jusqu'à maintenant, tu n'as pas évoqué, pardon, le côté géobiologie. Et parfois, on en parle quand il s'agit d'habitat. Est-ce que c'est quelque chose que tu couvres? Est-ce que c'est quelque chose que tu connais? Est-ce que tu veux nous en dire 2 mots? Alors oui, je connais de noms. Effectivement, en fait, si tu veux, tu pars du principe que hem, la terre sur lequel la maison a été construite, sur l'immeuble a été construit, elle est chargée de plein d'énergies différentes, et tu peux avoir notamment des énergies un peu plus néfastes, style des failles, des lignes électriques, des lignes à haute tension qui passent à proximité, ou même des lignes enterrées qui passent même sous la pièce, sous la chambre ou autre, tu vois? Maintenant, je suis pas non plus géobiologue, donc je suis pas la plus à même de parler de tout ça. Mais c'est vrai que, c'est quelque chose sur lequel on pourrait aussi se poser, heu, avec un spécialiste pour voir vraiment si cette pièce-là est la meilleure. S'il y a pas de ligne ou de faille qui passe, par exemple, sous le lit, ça peut aller jusque-là, oui. Oui, les cours d'eau, et ouais, Ouais, tout ce qu'il y a en dessous de notre maison, ouais. En tout cas, ouais. ça peut être des choses à réfléchir si on emménage, si on doit choisir un logement ou si on doit faire construire. Est-ce que justement, toi, tu travailles avec ce genre de personnes dans ton carnet d'adresses? Est-ce que tu réorientes les gens, en fonction de leurs besoins? Oui, effectivement, j'ai des spécialistes, avec qui je suis en contact, donc des choses que moi je ne peux pas faire, j'ai trouvé les personnes effectivement de confiance, qui pourraient aider mes clients. Mmh. Est-ce que tu veux qu'on revienne, sur le côté des couleurs? Moi, je suis assez curieuse que tu puisses nous en parler, juste pendant 2 minutes, sans bien sûr, tout décrire et détailler parce que c'est pas l'objet ici, bien sûr, d'avoir quelque chose d'exhaustif sur chaque couleur. Mais est-ce que tu veux nous donner un ou 2 exemples sur cette symbolique des couleurs et pourquoi ça peut être intéressant de se poser la question avant de repeindre sa chambre, complète, en fait? C'est vrai que parler des couleurs pendant juste 2 minutes, on n'aurait pas le temps de faire grand-chose, Aurélie. Mais juste pour revenir déjà sur le principe, scientifiquement parlant, une couleur, c'est une longueur d'onde. Cette longueur d'onde, c'est une vibration, et la vibration, elle amène de l'énergie. Et finalement, les couleurs, elles impactent aussi bien notre physique que nos émotions. Et il y a un exemple que j'aime beaucoup donner, c'est il y a des études scientifiques qui ont été faites et qui ont permis de tester certaines choses. Si par exemple tu mets une personne avec un bandeau sur les yeux dans une pièce entièrement rouge et que tu ne lui dis pas qu'elle est rouge, donc la personne ne connaît pas la couleur, elle ne la voit pas. Malgré tout, elle va la ressentir. Et en fait, il y a des mesures qui ont été faites qui ont prouvé que cette personne allait avoir par exemple son rythme cardiaque qui s'accélère. Donc en Mmh. fait, ça explique bien que la couleur, elle n'est pas juste vue par les yeux, elle est vraiment perçue par tous nos sens, par notamment notre peau en fait. Ce qui explique pourquoi, par exemple, je déconseille très très fortement une chambre avec du rouge. Parce que si ton rythme cardiaque s'accélère, ça ne te prépare pas ton corps au repos. Tu peux avoir des petites touches de rouge, mais clairement, pour schématiser vraiment, une chambre entièrement rouge, tu dormiras pas bien. Ça explique ça. À l'inverse, le rouge étant la couleur la plus activante, celle qui procure le plus d'énergie, le bleu, c'est la couleur qui va être la plus apaisante. Quand ton rouge augmente le rythme cardiaque, le bleu va la faire diminuer. Donc c'est pour ça qu'on peut conseiller du bleu dans certaines chambres, parce qu'elle va préparer le corps au repos. C'est marrant, donc en fait, c'est exactement l'inverse de ce que nos yeux captent finalement. Enfin, par rapport à la lumière qu'on reçoit, à la lumière qui nous éclaire, j'entends. OK, c'est Oui, un bon tout à moyen fait. mnémotechnique. Alors après, il y a plein de subtilités qui font que certaines couleurs peuvent être bonnes pour certaines personnes et moins bonnes, je dis pas mauvaises, je dis moins bonnes pour d'autres. Ça va dépendre de chacun. Ça dépend beaucoup de la culture de la personne, dépend beaucoup de la langue, sa langue maternelle. Euh, donc, c'est des choses qui sont à adapter à chaque personne, qui sont à personnaliser. Mais parler de couleurs, c'est vraiment fascinant et ça amène vraiment beaucoup, beaucoup de choses à l'être humain. Et tout le monde est influencé, hein. Aussi bien les tout petits, même les fœtus dans le ventre de leur maman sont influencés par la couleur. Ça passe par les adolescents, ça passe par les adultes, mais même les personnes aveugles, malvoyantes ou daltoniennes sont influencées par la couleur de la même manière. Mmh. Donc c'est vraiment OK. il y a un vrai pouvoir assez universel de la couleur. Et malheureusement, notre monde est de plus en plus neutre
Il va être blanc, beige, gris, marron quand on a de la chance. On a perdu toute cette connexion à la couleur et on ne sait plus l'utiliser maintenant. Donc mon but, c'est aussi de réapprendre aux gens le pouvoir des couleurs, quelle couleur va procurer quelle émotion et comment les utiliser dans son intérieur. Tu parlais tout à l'heure, au tout début de notre échange, de certains projets là que tu avais pour ramener un petit peu la nature dans les intérieurs. Est-ce que ça concerne aussi les chambres? Est-ce que tu as envie de nous en dire 2 mots? Alors, ouais, quand je parle de ramener la nature dans l'intérieur, en fait, ça fait partie de tous les principes Feng Shui. En Feng Shui, donc, je t'ai parlé de cette circulation d'énergie qu'il faut favoriser. En Feng Shui, tu as 5 grands éléments qui sont en fait les 5 éléments de la nature. Tu as l'eau, la terre, le bois, le métal et le feu. Ces 5 éléments que tu retrouves vraiment dans la nature. Et l'idée, c'est de trouver un équilibre parmi ces 5 éléments dans notre maison. Pour schématiser, un chalet qui est fait tout en bois, c'est hyper chaleureux parce que tu as cette chaleur du bois, tu as cette couleur du bois, tu as le toucher du matériau qui compte aussi beaucoup. Hein. Mais pour le coup, sur un principe Feng Shui, il y a trop de cet élément bois. Donc il faudrait pouvoir le contrebalancer avec les autres éléments. Et bien, dans nos intérieurs, c'est pareil. Il faut trouver une harmonie, un équilibre entre ces 5 éléments. Et donc, je me sers en fait de ces principes-là et de tout ce qu'il y a autour du Feng Shui pour amener la nature chez nous. Donc, quand je parle de nature, je ne parle pas que d'une plante verte, par exemple. Tu vois, ça va beaucoup plus loin en fait sur le principe. Ça peut être de la couleur, ça peut être des matériaux. L'idée étant toujours d'avoir un équilibre et une harmonie entre tout ça. Très intéressant. Et justement par rapport aux matériaux, et je pense que ce sera ma dernière question, là pour toi Laura aujourd'hui, c'était, pour finir sur une touche vraiment pratico-pratique parce que quand on parle de sommeil, souvent on se dit: «Oh, je vais peut-être changer mon matelas, je vais peut-être changer mon oreiller, parce qu'il est trop ferme, parce qu'il est pas assez ferme» et cetera. Je parle du matelas. Est-ce que tu aurais peut-être une astuce ou un conseil pour que les personnes puissent cibler, quoi choisir en termes de matériaux? Parce qu'effectivement, quand on dort 8 heures sur un matériau qui peut-être, émet, beaucoup de particules dans l'air qu'on respire, c'est pas quelque chose qui est très sain et c'est quelque chose qui peut mettre notre corps en alerte. Heu, Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux gens? À quoi il faut faire attention? Qu'est-ce qui peut-être, est-ce que toi tu conseilles des marques ou des labels? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique par rapport à ça? Peut-être juste un conseil? Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire autour des matériaux, pour notre santé notamment, comme tu le disais. En plus, dans ce genre de matériaux, avec beaucoup de mousse, les industriels, ils vont venir ajouter plein de produits chimiques, des fongicides, pour tout ce qui va être aussi des traitements contre des champignons. Ils ont parfois des traitements pour certaines allergies, contre les acariens, des traitements anti-feu. Enfin, il vaut mieux pas trop regarder ce qu'il y a dans notre matelas parce qu'on peut vite prendre peur, tellement il y a de choses chimiques en fait qui sont déposées dessus. Il faut partir du principe qu'il y a 2 types de matelas. Je dirais, il y a des matelas plutôt naturels, par exemple en latex. Et dans ces cas-là, je conseille de se tourner vers du 100% latex, du latex naturel, parce que tu as du latex industriel également. Et là, tu peux te tourner vers des labels du type FSC ou PEFC. C'est tous les labels qui vont être liés à la bonne gestion des forêts. Le latex étant issu d'un arbre de base. Donc on part sur ce principe-là. Si on a plutôt un matelas du type polyuréthane, ce qui n'est pas de base écologique, mais ce qui peut peut-être convenir à certaines personnes pour le côté fermeté ou confort, comme tu le disais. Ce que je conseille vraiment, c'est de regarder le label Certipure. C'est pas un label qui va garantir que le produit est écologique, parce que c'est pas possible dans ces cas-là. C'est un label qui va plutôt être axé sur un côté plus santé et qui va justement partir du principe et vérifier les émanations des produits chimiques. Voilà un peu pour les 2 OK. grands types de matelas et les 2 labels que je peux conseiller là-dessus. OK, super. Ouais, c'est vraiment très important d'avoir ça en tête parce qu'en plus ça coûte cher, un matelas. Ça peut coûter vraiment cher, hein, surtout Ouais, si on vient chercher justement de la qualité, fait en France avec, enfin il y a pas mal de valeurs qui sont aussi véhiculées par le matelas qu'on achète en fonction de ce qu'on souhaite et de ce qui est important pour nous. Et donc quand on a mis, je sais pas 800, 1000 balles ou 2000 balles dans un matelas, on c'est n'a pas ça. spécialement envie de se dire que
finalement, il faut le changer dans 2 mois parce qu'on se rend compte que c'est pas très sain. Bon, peut-être que le prix du matelas est corrélé avec la qualité des tissus. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu constates de par ton expérience? Ou alors on peut se leurrer et même sur les matelas qui sont dits haut de gamme, on peut se retrouver avec des matériaux qui posent problème? Ouais, alors attention du coup à l'effet prix, parce qu'on sait que le prix envoie un message. Il y a des marques qui ont tendance à mettre des prix assez élevés parce qu'elles veulent avoir une image haut de gamme. Sur le principe, marketingment parlant, ça s'entend. Par contre, quand on commence à creuser, on se rend compte que ça marche pas, au niveau en tout cas de la partie écologie ou santé. Mmh. Donc attention au prix, toujours prendre un petit peu de distance par rapport à ça, pardon. Et ne pas se laisser influencer également juste en lisant l'étiquette. Il ne faut pas hésiter à aller creuser, à aller demander directement au vendeur qu'est-ce qu'il y a dans le matelas, comment est fait par exemple la structure du lit. Il y a malheureusement beaucoup de greenwashing qu'on retrouve. Il y a beaucoup de grandes marques euh, qui utilisent certains labels écologiques, mais on se rend compte que c'est un bois exotique qui a été produit en Chine, du coup qui a été amené en Europe, en France, donc avec un bilan carbone assez conséquent, et ils se disent quand même écologiques. Attention du coup à tous ces effets de greenwashing. Euh, Malheureusement, l'écologie est aussi un peu plus à la mode maintenant, donc c'est des choses qu'on peut retrouver plus facilement et on peut plus facilement se faire tromper. Donc ne pas hésiter à décortiquer l'étiquette, à demander Mmh. directement au vendeur. Euh, et puis il y a d'autres décoratrices écologiques que moi qui peuvent aussi vous conseiller là-dessus sur les meilleurs produits à avoir chez vous pour votre santé. Donc se tourner directement sinon vers des professionnels si c'est trop obscur. Faut pas hésiter, je pense, dans ces cas-là. Quand on parle de santé, en fait, c'est tellement important que, à mon avis, Mmh. c'est un Oui, puis domaine là, en où plus, tu parles du matelas, mais c'est vrai qu'il y a aussi tout le reste. Il y a si on a des tapis au sol, il y a pour les meubles. Je me souviens d'une cliente qui m'avait sollicité parce qu'elle avait commencé à avoir des réveils nocturnes assez importants, la nuit du coup, en début de nuit, ce qui est plutôt marginal par rapport aux réveils nocturnes qu'on trouve en deuxième ou en dernière partie de nuit. Et c'était venu dans le même temps que son déménagement, où elle avait repeint sa chambre, où elle avait des nouveaux meubles, un nouveau lit. En fait, tout était absolument neuf. Et du coup, elle se réveillait avec parfois des maux de tête. Elle se réveillait, elle avait plus de toux. Elle se réveillait avec la gorge un petit peu sèche. Effectivement, le corps, quand c'est comme ça, lui, à un moment donné, il peut pas rester dans le sommeil. Il y a trop de trop d'éléments. perception de danger, trop d'éléments qui sont toxiques en fait. Et donc là, elle avait beaucoup de réveils nocturnes. Donc on est venu jouer sur plein de choses, mais c'est sûr que si on peut anticiper ce type d'événement et puis faire en sorte que sa chambre, ça reste quelque chose du plus pur possible, on va dire, du plus nature possible, le moins de polluants possible, c'est quand même pas mal parce que on sait que tout ce qu'il y a dans les peintures, c'est pas fou non plus si on fait pas attention, etc. Et d'ailleurs, il y avait une question que je t'avais posée, Laura, et je te remercie d'y avoir répondu quand on a préparé cet échange. C'était par rapport au nettoyeur d'air, en fait, qu'on peut avoir. Indicateur d'air, ouais. Euh, les purificateurs d'air qui vont nettoyer, qui vont absorber. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Je sais que moi, j'en ai un chez moi, mais j'en ai pas un dans la chambre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, moi, tu vois, je suis asthmatique, je suis allergique, je vis à Lyon, donc clairement ville polluée, et je le vois par moments, j'ai du mal à respirer parce que l'air extérieur, il est ultra pollué. Donc, dans ces cas-là, moi, j'en ai besoin, notamment pour mieux respirer, pour pas me sentir étouffée constamment. Ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je le mets dans ma chambre, je le laisse tourner quelques heures avant d'aller me coucher, et quand je vais me coucher, je le débranche. On revient sur la pollution électromagnétique, on essaie de débrancher le plus de choses quand on va se coucher. Ça permet de dormir de manière un peu plus apaisée, je dirais. Malgré tout, ça reste en fait un pansement, je dirais. J'utiliserais ce terme de pansement parce que pour moi, plutôt que de venir dépolluer ou rendre un air plus pur, pour utiliser ces bons termes-là, il vaudrait mieux de base éviter de faire rentrer les polluants chez soi. Euh, Ce serait pour moi la première action vraiment à avoir. Euh, c'est un peu, tu sais, comme une rivière qui est polluée. Plutôt que de vouloir venir enlever toutes les bouteilles en plastique ou tout ce qui s'y trouve, bah déjà, si on évitait de les mettre, ça serait pas mal. C'est un peu ce même principe-là, tu vois. Faire attention Hmm. vraiment aux matériaux. Et comme tu disais, ça passe par la peinture, ça passe par la tapisserie, ça passe par la colle de la tapisserie, ça passe par les meubles, notamment les meubles qui vont être agglomérés, donc avec beaucoup de vernis
beaucoup de colle à l'intérieur. Ça passe par les tapis, ça passe par les textiles, ça passe par le matelas, ça passe par tout ça en fait. Oui, Donc c'est ça, vrai qu'on n'a même pas parlé des draps, et cetera, mais oui, oui, ouais, OK. ça vient aussi de Après, c'est les comme tu dis, il y a l'air extérieur aussi, malgré tout, faut ouvrir chez soi parce que c'est aussi pollué chez soi que dehors, voire même plus, et donc c'est ah quand même important que ça puisse rentrer, donc j'imagine qu'il y a un juste milieu à trouver entre tout ça. ouais, c'est ça. L'air de nos intérieurs est plus pollué, hein, que l'air extérieur, clairement. Hem Et même moi qui vis dans un environnement très urbain, l'air de mon environnement, de ma maison est malgré tout plus pollué que l'air extérieur. Donc toujours aérer, pour revenir sur ce grand principe de base, mais toujours aérer au moins 5 minutes chaque pièce de sa maison, 2 fois par jour. Idéalement, c'est ça. Peu importe les conditions climatiques extérieures, hein, qu'il fasse, chaud ou qu'il fasse froid, on aère toujours son logement. Question de santé aussi, d'humidité et cetera, de renouvellement de l'air. On fait attention aux éléments qu'on met, dans son environnement, on fait attention à ce qu'on achète de base. On essaye de se fier aux labels écologiques en prenant quand même du recul sur certains labels qui sont parfois un peu laxistes. Et puis du coup, pour finir sur les purificateurs d'air, je reviens là-dessus parce que c'est la question de base, mais pour moi, ça reste un bon, remède, un bon pansement si vraiment on en a besoin. Par contre, ce que je conseille de faire, c'est vraiment faire attention au filtre, de ce purificateur d'air. Donc si possible, avoir un filtre HEPA, c'est-à-dire qu'il va capter en fait tous les allergènes. Bien penser à la taille de sa pièce quand on choisit son purificateur, parce qu'un tout petit purificateur dans une pièce énorme, vraiment pour schématiser, vraiment dans ces grandes lignes-là, mais ça va pas servir à grand-chose. Donc vraiment penser à ce rapport taille de la pièce et possibilité de l'appareil. Et puis ne pas l'utiliser la nuit, et donc le débrancher, si possible à chaque fois qu'on va se coucher. Mmh. Laura, je te remercie beaucoup pour tous ces conseils. Je te propose qu'on s'arrête là, non pas que j'ai pas encore 10 000 questions à te poser, mais je voudrais pas non plus abuser de ton temps. Je te remercie déjà d'avoir répondu présente pour cet épisode. Je suis vraiment ravie d'avoir pu parler de tout ça parce que ça fait longtemps que je voulais parler de l'environnement du lit. C'est vraiment un point qui est important à penser dans toute cette démarche qu'on peut avoir vis-à-vis de son sommeil. Donc, je te remercie. Et je rappelle, tu en as parlé tout à l'heure, mais je rappelle que pour les gens qui voudraient aller plus loin, tu proposes une masterclass en ligne, donc il n'y a pas besoin d'être à Lyon, à côté de chez toi. Tu proposes une masterclass où chacun se connecte en visio. Et en plus, je sais que tu prends du temps pour des réponses individuelles aussi, parce que finalement, les participants sont en petits groupes. Tu fais plusieurs sessions pour que chacun puisse avoir une interaction directe avec toi, que tu puisses répondre. Donc, je mettrai bien sûr toutes les informations dans le descriptif de l'épisode pour que chacun puisse aller retrouver ton travail. Sur ton compte Instagram aussi, c'est quoi ton compte Instagram? Peut-être que chacun puisse l'entendre. Alors c'est Colorama, Colaurama. Et puis là, tu présentes aussi ce que tu fais et comme ça, on peut connecter avec ton travail. Et tu as eu la gentillesse de nous proposer, là pour toute la communauté du podcast, un code de réduction pour les personnes qui souhaiteraient participer à ta masterclass sur la chambre de l'adulte ou la chambre des enfants si les parents ont des enfants et qui sont intéressés aussi. Je mettrai ça également en description de l'épisode. Donc un grand merci à toi, Laura. Ben, merci beaucoup Aurélie pour cette discussion, pour cet échange. J'étais ravie de discuter avec toi et avec tes auditeurs, donc merci encore. Et c'est vrai qu'on aurait pu en discuter pendant encore des heures et des heures, mais je pense que c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup d'informations là pour les gens s'ils veulent commencer à regarder déjà dans leur chambre comment faire les choses. Donc c'était vraiment top. Merci pour tout Aurélie, c'était chouette. Avec grand plaisir, je te souhaite une belle journée, Laura. Bonne continuation à toi. Merci beaucoup Aurélie, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce, ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de me signifier que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre en newsletter, vous pouvez vous abonner avec le lien en description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, vous avez les news du podcast et vous avez aussi des petites vidéos sur des sujets bien précis pour continuer votre exploration du sommeil. Et bien sûr, je suis sur l'ensemble des plateformes de podcast si vous avez envie d'accéder à tous vos épisodes en audio. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.